Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le label ISR qui est en phase de transformation, qui est en train de se réformer. Nous demanderons dans un instant sur le plateau donc de Smart Patrimoine à Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR, où nous en sommes actuellement de cette transformation du label. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré, lui, à l'investissement dans les énergies renouvelables. Nous nous demanderons concrètement ce que veut dire investir dans les énergies renouvelables et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Laura Bellet, tout d'abord, responsable recherche ISR chez Mescart AM, mais aussi Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement de l'Endopolis. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de faire un point d'étape ensemble sur la réforme du label ISR. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Michèle Papalardo. Bonjour Michèle Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente du comité du label ISR. On rappelle que la phase de transformation de ce label ISR a commencé il y a quelques mois maintenant. Vous avez rendu un certain nombre de recommandations à la fin de l'été 2022 qui a ouvert lieu à des discussions, si je puis dire, une phase de consultation. Vous avez ensuite émis des recommandations qu'on peut qualifier de définitives en octobre dernier. Et la question qu'on peut se poser en ce début d'année 2023, c'est où en est-on concrètement de cette réforme du label ISR, Michèle Papalardo? Bien, maintenant, nous essayons de mettre en œuvre ces recommandations qui sont donc très précises là, maintenant, qui tiennent en 3 pages. C'est quand même pas non plus très très long, mais il faut en faire un référentiel. D'accord. Parce que un label, ça marche avec un référentiel. Donc, écrire des choses beaucoup plus précises et essayer collectivement de se mettre d'accord sur les nouveautés qui vont apparaître dans le nouveau référentiel. Et donc, pour ça, on a décidé de travailler avec des groupes de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a démultiplié nos possibilités de réflexion, oui. parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets et les recommandations, pour y revenir, elles sont quand même assez nombreuses. Et donc, on a des groupes de travail d'une dizaine de personnes, donc de gens spécialisés en fait sur ces sujets-là. Que vous allez chercher où? Dans le domaine privé, dans le domaine public? Privé, public, mais en fait c'est quand même beaucoup privé. D'accord. Tant de public que ça, mais ça donc peut des professionnels de l'investissement? Oui, des professionnels de l'investissement, des professionnels de la notation, des professionnels de la certification, des gens qui sont vraiment très concernés par les aspects très pratiques. D'accord, en fait, bien sûr. Aujourd'hui, on est dans les choses très pratiques. Et donc, mais le comité ne perd pas du tout son rôle, loin de là. Ces groupes, il y en a 6, donc sur chacun a des thèmes qui, bien entendu, se recouvrent un petit peu. Donc, bien sûr, oui. Ils travaillent sur leurs thèmes et ils nous font des réunions pratiquement une par mois, quasiment une par mois pendant 4-5 mois. Donc ça fait beaucoup de réunions. Bien sûr, oui. Et à chaque réunion, on fait une synthèse de leur discussion et de leurs propositions. On revient vers le comité du label qui lui aussi se réunit au moins une fois par mois en ce moment, si ce n'est 2, pour examiner ces propositions, en discuter cette fois-ci vraiment discussion par le comité du label pour préciser les orientations de manière à ce que les groupes de travail puissent repartir sur les orientations qu'on leur a fixées. Bien sûr. En général, ils nous font 2-3 pistes et puis nous, on choisit la bonne. Et ils recommencent pour reaffiner de manière à ce que l'objectif, c'est que fin février, début mars, nous ayons tous les éléments de nos décisions bien établis pour qu'on puisse écrire une V0, en fait, de référentiel. Parce que, bien entendu, il y aura encore une phase de concertation, cette fois-ci, sur un texte précis de référentiel. Parce qu'il y a la philosophie du label qui a été plus ou moins qui a été définie, définie. Mais en revanche, il y a comment est-ce qu'on traduit ça dans un côté pratico-pratique? Quels sont les indicateurs qu'on va regarder pour pouvoir comparer des choses comparables? C'est ça l'idée. Tout à fait. Quand on dit double matérialité, bien sûr. Déjà, c'est pas si facile que ça à expliquer, mais enfin maintenant, on sait l'expliquer, les gens comprennent à peu près. Mais comment est-ce qu'on vérifie, comment est-ce qu'on tient compte de la double matérialité dans le référentiel pour les fonds qui seront labellisés? Ça tombe pas comme ça. Bien sûr, pas écrit quelque part. Il faut qu'on le définisse. Donc, quels sont les indicateurs qu'on prend en compte, dans quelles conditions, à quel niveau,
etc., etc. Alors, je dis double matérialité, mais ça peut être... Alors, je rappelle peut-être les trois grands axes. Il y a réaffirmer la nature généraliste du label, et donc là, derrière cette idée, il y a d'aller autant vers du E que du S ou que du G, à savoir environnement, social ou gouvernance, et de ne pas favoriser l'un au détriment des deux autres, et donc s'assurer qu'on est généraliste dans son approche et que... Et équilibré, voilà, équilibré. On ne fait pas d'impasse. Il y a effectivement l'exigence de double matérialité. Alors ça, on peut peut-être la redéfinir. C'est qu'il y avait cette idée de regarder l'impact négatif sur la performance financière que peut avoir les sujets climatiques. Mais maintenant, et S et G. Et S et G, bien sûr, effectivement. On reste sur une nature généraliste du label. Mais il y a aussi dans cette double matérialité l'idée d'aller vérifier l'impact qu'on peut avoir sur son environnement social, climatique. L'impact du fonds, cette fois-ci, sur les dimensions E, S et G. D'accord. Pas simplement ce qui supporte, on va dire, mais aussi l'impact positif, ce serait génial, mais en général, ils sont des impacts négatifs. Bien sûr. Donc, l'objectif étant bien sûr de réduire ces impacts négatifs. C'est pas juste de les constater. Mais déjà, les identifier et les constater, on va s'appuyer sur tout ce que la Commission européenne a travaillé sur ce sujet-là. Oui. Donc, on va utiliser les indicateurs qu'ils ont mis sur la table, mais ce n'est pas encore toujours suffisant pour être bien sûr de ce qu'on écrit, de comment on va l'écrire. Voilà, on est très clairement sur ce sujet-là, sur une orientation forte, très claire. D'accord. Et sur la matérialisation de cette orientation forte très claire dans le futur référentiel. Et le troisième point que je note, c'était intégrer systématiquement cette fois-ci la dimension climat dans le socle du label ISR. Voilà. Donc même si on est sur un label généraliste et équilibré, s'assurer que le sujet climat est systématiquement pris en compte quand on se voit apposer le label ISR. Pris en compte à la fois par des indicateurs systématiques, donc bien sûr. Lesquels, voilà, première question. Et donc en fait, toute la question, c'est les indicateurs à chaque fois. C'est souvent une grosse partie, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, lesquels, ça c'est une chose, mais sur la partie climat, on a aussi indiqué qu'on voulait, au moins pour les secteurs qui sont les plus concernés par les énergies, et notamment les énergies fossiles, que ce soit en consommation ou en production, de rentrer dans une dimension transition. Bien sûr, oui. Et là, on est plus que sur les indicateurs, c'est comment est-ce qu'on définit une transition, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas n'importe quelle transition, bien entendu, ça veut dire que soit crédible. Oui, l'engagement ne suffit plus, il faut ensuite... Il ne suffit pas de dire oui, vous inquiétez pas, on va faire de la transition. Non, on veut aller, dans la référentiel, on veut aller plus loin, et préciser tous ces éléments-là. D'accord. C'est là que le diable est dans les détails, et c'est des gros détails en plus. Oui, bien sûr. Vraiment, ce sont des choses, finalement, qui sont très structurantes également, hein. Mais alors, concrètement, je me doute que les travaux sont en cours et qu'on aura une vision consolidée lorsque vous la présenterez, mais on arrive à trouver des indicateurs communs pour justement créer un référentiel commun aux sociétés françaises ou aux fonds français. Là, pour l'instant, on parle qu'au niveau français, bien sûr, même si on applique aussi une réglementation européenne. Mais... Oui, on applique une réglementation européenne et des fonds étrangers peuvent vouloir rechercher, il y en a beaucoup d'ailleurs, le label ISR français. Hein, ça, c'est donc la nationalité des fonds, bien sûr, oui. Pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. Alors, pour essayer d'avoir des indicateurs qui soient à la fois transverses et pas inventer encore des choses compliquées que personne n'aurait mesurées. Voilà. On s'efforce d'utiliser soit des éléments qui sont déjà communément répartis, parce que déjà dans certaines normes ou dans certains autres labels, et surtout les éléments européens, comme je le disais aujourd'hui, avec la SFRD, la CSRD, on s'efforce de rentrer dans les cadres qui nous sont proposés au niveau européen, parce qu'ils vont s'appliquer de toute façon à nos entreprises et à nos fonds, et que donc on ne veut pas compliquer encore un petit peu la vie de tout le monde en essayant d'inventer des choses. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas résolu tout le problème. Hein. Et alors justement, vous évoquez donc, cette directive SFDR. On a vu en fin d'année dernière un certain nombre de fonds article 9 repasser article 8, ce qui a conduit un certain nombre de questionnements, voire de flou un petit peu sur les stratégies que pouvaient avoir les différents fonds. On a un certain nombre d'observateurs, ou en tout cas de commentateurs, qui disent que c'est parfois par crainte juridique ou autre. Quelle place pour le label vis-à-vis de ces définitions article 8, article 9, Michel Pepalardo ? Écoutez, je crois que, je ne sais plus si c'était la dernière fois ou la fois d'avant, vous m'aviez déjà posé la question, parce que quand on a vu arriver SFRD, la SFDR plutôt, et les articles 8 et 9, on a commencé à lire des tas de choses sur le thème. Bon, vous voyez, le label, c'est plus nécessaire, on va se classer avec ces nouvelles définitions,
définition, etc. Et moi, j'avais déjà dit à l'époque, attendez, on va voir ce qui va se passer. Parce que l'article 8 ou l'article 9, comme leur nom l'indique, c'est 3-4 lignes. Bien sûr, oui, Nous, complètement. on fait des référentiels qui ont... On essaye que ce ne soit pas trop long, mais enfin qui ont quand même quelques pages et qui sont très précis, comme je viens de vous l'indiquer. Et donc, c'est toute la différence. Le classement entre les articles 8 et 9, c'était de l'auto-évaluation. C'est ce qui est prévu dans les textes, hein, c'est pas une critique. Bien sûr, ouais. C'était de l'auto-évaluation des fonds eux-mêmes par rapport à la compréhension qu'ils avaient de la définition donnée dans l'article 8 ou dans l'article 9. Bon, bah forcément, dans un premier temps, un certain nombre sont allés généreusement, considérant que oui, c'était certainement bien au moins au niveau de l'article 9. Bon, et puis les discussions ont eu lieu. On a vu que dans les différents pays, d'ailleurs, on ne faisait pas la même chose. La Commission a donné son avis. Les uns et les autres ont regardé ce que signifiait un certain nombre de classements article 9 et se demandaient vraiment pourquoi les fonds étaient là. Et donc, bah, on est revenu à des choses plus saines. Bien sûr, c'est-à-dire ouais. qu'on est redevenu plus prudent sur ce que signifiaient les différentes définitions qui restent quand même assez vagues, assez floues. Donc, juridiquement, tout le monde prend des précautions maintenant en se disant si jamais on m'attaque comme la définition, elle n'est pas très claire, bon, ça ne va pas être bon pour mon image. Je vais peut-être y aller, mais ça ne va pas être bon sur mon image. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un référentiel et d'avoir un label. C'est-à-dire que nous, on essaye, vous voyez que ça prend beaucoup de temps, Bien sûr, ouais. on essaye d'écrire très précisément ce que l'on souhaite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation. Et il y en a toujours quand même. Donc là, on s'efforce qu'il y en ait le moins possible. Bien sûr. De manière à ce que, quand on est labellisé, on puisse très clairement savoir à quoi on s'est engagé. Donc c'est important pour le fonds, mais c'est aussi important, bien sûr, pour les épargnants. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont faites au label souvent, mais je renvoie, moi, à ce qui est écrit dans le référentiel. On nous critique sur des choses qui ne sont pas écrites dans le référentiel. Donc, on change de référentiel, d'accord. Mais les fonds qui sont labellisés, ils sont labellisés sur la base de ce référentiel. Donc, on sait très clairement ce qu'ils font. Et en plus, ils sont certifiés. C'est-à-dire que ce n'est pas une auto-évaluation. Je ne dis pas, moi, je vais appliquer le label ISR. Je peux le dire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut qu'il y ait un de nos 3 certificateurs qui ait vérifié qu'on a effectivement bien appliqué le label au moment où la certification initiale se fait. Elle se refait tous les 3 ans et en plus, elle est vérifiée tous les ans parce qu'un fonds, ça vit, ça bouge, il y a des entrées, des sorties. Donc il faut aussi vérifier ça tous les ans. Il nous reste un tout petit peu de temps. Parmi les critiques que vous avez mentionnées, il y a évidemment le financement des énergies fossiles. Vous avez évoqué le sujet transition. Alors, dans la forme du label actuel, on enlève les plus polluantes, mais comment est-ce qu'on détermine une bonne ou une mauvaise transition ? Je sais que c'est des sujets en cours actuellement, mais comment est-ce qu'on détermine qu'à un moment, la transition est faite ou au contraire, on ne correspond pas à ces objectifs ? La transition est faite, ça, ce sera non, bien. C'est pas encore tout de suite. Hein. Est-ce qu'on est ou non sur la bonne trajectoire ? Bien sûr. C'est vraiment pas simple, on est d'accord. Hein. Mais on va essayer de cumuler les bons indices. D'abord d'avoir des indicateurs. Ensuite, d'avoir une définition de sa trajectoire. Donc ça ne peut pas se faire comme ça avec 3 mots. Hein. Bien sûr, ouais. Ça demande de l'explication. Alors ça peut, selon la taille des entreprises et des fonds, ça peut s'appuyer sur des process et des procédures reconnues comme le SBTI, etc. Bon, quand on est une PME, on ne va pas aller dans ce genre de choses trop compliquées. Mais il y a d'autres procédures de l'ADEME, par exemple, le Process Act, qui permet de le faire. Donc, ça va donner naissance aussi à des outils qui vont faciliter la reconnaissance de la vraie transition. Ensuite, est-ce qu'on a les moyens ? Parce qu'il ne suffit pas de dire, voilà ce que je vais faire. C'est, est-ce qu'on a les moyens ? On se donne les moyens de le faire. Ça, c'est un deuxième niveau d'explication. Et puis, un troisième niveau d'explication, c'est est-ce qu'on a les indicateurs, est-ce qu'on les suit ? Et au fur et à mesure du temps, bien sûr, ça, c'est pas la première année, au fur et à mesure du temps, de suivre si on tient ou non sa trajectoire. Donc, c'est vraiment une évolution en process, en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui sera finalisé. C'est pour ça que l'important, c'est cette certification qui se renouvelle, qui s'approfondit et qui va nous permettre de faire évoluer, c'est ça qu'on cherche à faire, de faire évoluer les fonds. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Michèle Papalardeau. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label ISR. Merci. Merci à vous et on se retrouve dans Enjeux Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va tenter de répondre à une question: comment investir dans les énergies renouvelables, ou plutôt que veut dire investir dans les énergies renouvelables? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Laura Belay. Tout d'abord, bonjour Laura Belay. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ISR chez Mescart Asset Management, qui possède notamment 2 fonds concernés par ces sujets d'investissement dans les énergies renouvelables. L'un qui est plus obligataire, Impact Green Bond, et l'autre plus côté equity, transition durable action. Vous allez donc pouvoir nous expliquer dans un instant comment investir sur les marchés financiers dans les énergies renouvelables. Et on a le plaisir d'être accompagné également par Aurélien Gouraud. Bonjour Aurélien Gouraud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur des opérations et du développement de l'Endopolis. Votre manière d'investir, si je puis le dire, c'est plutôt hors marché financier, puisqu'on va investir dans des projets au moyen de crowdfunding ou de crowdlending. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, grande question, on va commencer avec vous, Laura. Comment investir dans les énergies renouvelables? On va peut-être commencer par ce qui paraît le plus évident pour une personne qui veut gérer son patrimoine, qui a peut-être un compte titre ou un PEA, et qui se pose la question d'investir dans les énergies renouvelables. Avant d'aller sur le pratico-pratique, concrètement, quand on parle d'investir dans les énergies renouvelables, on parle de quoi aujourd'hui, Laura Belay? Alors, quand on parle dans les énergies renouvelables, d'investir dans les énergies renouvelables, on va vraiment aller chercher des investissements qui vont être dans la transition énergétique. Donc, on va aller chercher des acteurs, des énergéticiens ou alors des équipementiers ou des distributeurs qui vont être proactifs justement dans cette transition. Ça peut être des grandes entreprises qui vont aborder justement cette transition et donc changer leur business model. Donc des entreprises existantes qui ne sont pas que spécialisées énergie renouvelable, mais qui développent des projets d'énergie renouvelable, voilà, c'est ça? Ouais. Tout à fait, avec toujours en tête des garde-fous sur certaines activités qui pourraient être un peu proscrites, comme le charbon ou le oil and gas Bien sûr, dans une certaine mesure. Et on peut aussi aller regarder plus précisément des pure players qui vont être spécialisés dans certaines énergies renouvelables. Ça existe aujourd'hui des pure players sur les marchés financiers spécialisés dans les énergies renouvelables? Oui, tout à fait. Oui. Oui, on en trouve justement qui se développent. Donc certains pure players ont commencé pure players sur une typologie d'énergie renouvelable, comme par exemple l'éolien, et qui se diversifient sur d'autres énergies renouvelables justement pour diversifier leur offre et être un petit peu moins dépendant de l'intermittence. Alors Aurélien Gouraud, on va continuer avec vous. Je vais poser une question très naïve, peut-être qu'elle va vous faire sourire, mais pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut être rentable aujourd'hui quand on vend des énergies renouvelables? Rentable pour l'investisseur ou pour l'entreprise et donc pour l'investisseur? Oui, non. Oui. Les projets sont plutôt rentables. D'accord. Après, ce sont des projets d'infrastructure, donc avec des temporalités qui sont très longues, et donc on n'est pas sur du private equity très court terme ou un investissement boursier qui pourrait générer un retour très court et très conséquent. Là, on est vraiment sur une perspective assez longue, plutôt 20 à 30 ans, ce sont des actifs très longs, et donc il faut s'y projeter, même si les investissements qu'on propose ne sont pas sur cette temporalité. Les sous-jacents, eux, ont des durées de vie très très longues, et donc des retours sur investissement plus proches de ce qu'on connaît dans l'infrastructure de façon plus globale, et sur des maturités... Et alors, concrètement, avant de se poser la question de savoir de la manière dont j'investis dans quoi? J'investis dans un champ d'éolien, j'investis dans un parc solaire, j'investis dans un distributeur d'énergie qui va l'acheter à un producteur. Quels sont un petit peu, on va commencer avec vous Aurélien et ensuite Laura, quels sont j'ai envie de dire, l'écosystème, la chaîne de valeur de l'énergie renouvelable aujourd'hui en France, si je reste cantonné à la France ou à l'Europe? L'écosystème, il est très très large. On peut faire le parallèle avec l'immobilier où on a un certain nombre d'acteurs à des étages différents. On va retrouver la même chose dans les énergies renouvelables. Donc on parlait de fournisseurs de matériel. Donc ça, c'est la première brique, et qui est plutôt une brique sur les marchés cotés, pas concerné l'Endopolis. Et ensuite, on a des acteurs qui sont dits des développeurs de projets, qui vont sourcer un terrain pour ensuite emmener le projet jusqu'à sa mise en production et production d'électricité. Donc ça, c'est même pas des producteurs, c'est encore... Ça sont des... C'est des producteurs, d'accord. Ce sont des producteurs in fine. On va retrouver certains qui sont cotés, plutôt côté marché financier, et des acteurs non cotés, qui sont souvent encore des PME, mais avec une taille substantielle, qui ont souvent fait des levées de fonds de quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros, et qui font appel à nous pour financer donc l'étage maison-mère. Et puis on va descendre tout en bas, c'est-à-dire financer ce qu'on appelle la société projet, qui est généralement créée pour porter une centrale solaire ou un parc éolien. Et on intervient donc aux 2 étages, potentiellement sur des étages intermédiaires, mais voilà, on a ces 2 extrêmes où on finance des risques un peu différents.
Bien sûr, Quand au niveau de la l'équipe en stratégie ou au niveau du projet. Mais l'exemple que vous nous avez donné reste focus producteur. Est-ce que, peut-être on peut continuer avec vous, Laura, sur toute la chaîne de valeur, on imagine qu'on produit l'électricité. Ensuite, est-ce que le distributeur d'électricité est aussi une entité qui concerne l'investissement dans les énergies renouvelables, par exemple ? Oui, tout à fait. Le distributeur est un maillon de toute cette chaîne de valeur. Chaque maillon va avoir ses propres aussi, ses enjeux. Et donc, il est tout à fait important vraiment d'aller regarder précisément chaque enjeu propre à eux. D'accord. Le distributeur va devoir être aussi très transparent dans la manière dont il va s'approvisionner en énergie pour le distribuer. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir vraiment chaque enjeu environnementaux, sociaux que l'on va retrouver dans toute cette chaîne de valeur. D'accord. On va dire de l'équipementier, même du matériau au distributeur. Oui, parce que j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de questions. Alors effectivement, on produit de l'énergie renouvelable, donc on est considéré comme appliquant un certain nombre de normes ESG, mais que se passe-t-il quand j'ai plus suffisamment d'énergie renouvelable à disposition et que j'ai des clients que je dois approvisionner en énergie? Ou est-ce que vis-à-vis de mes salariés, j'ai une politique qui correspond normalement aux normes ESG? C'est ça qu'il faut vérifier aussi quand on veut y investir? Oui, et plus globalement, il faut regarder le comportement de l'entreprise et la manière dont elle va agir justement dans cette chaîne de valeur. Parce qu'en général, on a quand même des donneurs d'ordre qui sont assez importants, qui peuvent avoir une influence significative sur ces fournisseurs. Et l'idée, c'est de voir si leur niveau de responsabilité va jusqu'à cette chaîne de valeur-là et va intégrer les droits de l'homme dans ces due diligence, la protection de l'environnement, la lutte contre les pollutions, etc. Et donc, c'est tout ça qui va être vraiment très important de voir, c'est le niveau de responsabilité de chacun des acteurs dans toute cette chaîne-là et de se dire que chacun a son influence à maîtriser. Alors, si je veux très concrètement maintenant regarder les modalités d'investissement, on va continuer sur les marchés financiers avec vous et on reviendra sur le crowdfunding avec Aurélien Gouraud dans un instant. Il y a deux manières de faire. On peut acheter des actions ou on peut investir en actions ou investir en obligations. Quelle est la différence pour l'investisseur? D'un côté, en fait, on prend des parts d'une entreprise, donc on s'associe à la stratégie de l'entreprise, alors qu'au niveau obligataire, on est plus sur des projets spécifiques développés? Oui, alors après, il y a un mécanisme de green bond qui est assez précis et qui permet justement d'aller cibler des projets. Donc l'entreprise s'engage dans un cahier des charges précis à définir un nombre de projets qui peut être concerné par les énergies renouvelables, par exemple. D'accord. Ouais. Et là, dans ces cas-là, le porteur obligataire sait que l'argent qui va être utilisé va servir justement à ces projets-là. D'accord. Il y a des critères à respecter pour pouvoir émettre des green bonds. D'accord. Exactement. Et l'idée, c'est que derrière, on aura un retour à la fois financier, mais aussi sur l'impact extra-financier qui est généré avec des émissions de CO2 évitées, etc. Donc, on va avoir des indicateurs supplémentaires, complémentaires, pour voir justement l'intérêt de ces véhicules-là. Donc ça, c'est le green bond qui va financer des projets. Et il y a évidemment sinon l'investissement en actions classiques. Et là, il faut faire attention, entre guillemets, à ce que la stratégie de l'énergéticien en question corresponde aux valeurs qu'on veut promouvoir lorsque l'on investit dans les énergies renouvelables. Tout à fait. Et là, donc après, chaque maison aura ses propres cahiers des charges. Donc nous, on a une politique d'exclusion du charbon, dans le sens où on va vraiment être très rigoureux sur cet aspect-là. On va avoir des critères aussi assez exigeants sur la partie plus énergie fossile. D'accord. Et on a des seuils minimums que l'on a placés en interne justement sur les énergies renouvelables pour dire que ça y est, c'est suffisamment conséquent. L'entreprise est vraiment engagée dans sa stratégie de décarbonation à travers des énergies renouvelables. Comment on fait rapidement quand on a une entreprise qui fait des énergies fossiles et des énergies renouvelables? Alors, on va regarder précisément la manière dont elle opère son plan de transformation. On a des outils qui nous aident aussi à voir et à percevoir l'engagement et la robustesse des objectifs fixés, et notamment des organismes comme la Science Based Target qui nous permettent de valider, on va dire... Que la transition est en cours. Que la transition est en cours, robuste, et qu'il y a des moyens qui sont déployés derrière concrètement. Aurélien Gouraud, si on sort maintenant des marchés financiers et qu'on va investir, donc j'ai envie de dire à la base des projets, puisque finalement le crowdfunding c'est un petit peu ça, c'est quand les projets se montent ou se créent. Cette fois-ci, comment est-ce que j'investis dans ces projets d'énergie renouvelable? Est-ce que déjà il faut que je sois expert en énergie renouvelable pour savoir ce que veut dire créer un parc éolien? Non, ça va être le travail de mon équipe d'analyser, de sourcer, d'analyser et de structurer le produit financier in fine avec des sujets mixtes qu'on ne retrouve pas
par rapport au marché coté, puisqu'en fait on finance une centrale solaire qui est par nature 100% énergie renouvelable, avec un risque qui est propre à cette centrale et pas autre chose. Il n'y a pas d'humain dans le projet qu'on finance, donc c'est uniquement de la production d'électricité, et on intervient soit en dette, aux côtés généralement de banques, parce que ce sont des projets qui, comme l'immobilier, sont financés très fortement par de la dette bancaire, long terme, de l'ordre de 80 à 90% de l'investissement. Donc on n'est qu'une brique dans le plan de financement. Et l'autre schéma où on est copropriétaire de la centrale avec un développeur ou producteur d'électricité, ça dépend du terme qu'on utilise, qui lui est là pour porter le projet pendant plus longtemps que nous. On intervient sur une maturité qui est beaucoup plus courte, entre 3 et 5 ans. Et donc sur les premières années de production de la centrale. Si je reviens sur votre exemple de 80-90% financé par la dette bancaire, pourquoi les 10% restants sont accessibles au grand public, si je puis dire? Alors, c'est issu initialement d'un système d'appel d'offres qui a été lancé par l'État français, dans lequel on a donné la possibilité aux porteurs de projets de faire appel aux riverains et au premier concerné par le projet en question, d'accord, aux voisins. Et en contrepartie, l'électricité bénéficiait d'un bonus sur son prix de vente garanti sur 20 ans, qui fait que y avait les porteurs de projets, et on va trouver des tailles très petites avec des acteurs locaux, comme de très grands énergéticiens, comme les 3 grands qu'on connaît en France, sans les citer, qui font appel aux participatifs pour proposer aux particuliers riverains du projet de co-investir à leur côté, et donc d'être copropriétaires d'un actif qui est complètement tangible à côté de chez eux. C'est risqué d'investir en propre sur un projet d'énergie renouvelable ? En propre, je veux dire sur un seul projet plutôt que d'avoir sur un portefeuille ou sur un fonds. Par nature, on pousse à la diversification. Après, on reste sur des actifs qui sont complètement tangibles, adossés à des contrats long terme de vente de l'électricité. Oui, parce que en fait, mature. J'imagine que, une centrale solaire ou un parc éolien ne voit le jour que s'il y a des contrats de distribution derrière. Comment ça fonctionne ? Le temps de développement est assez long selon les technologies. Un parc éolien, c'est 7 à 10 ans en France. Une centrale solaire, c'est 3 ans entre le moment où vous identifiez l'emplacement et le moment où elle se met à produire les premiers kilowattheures. Donc il y a tout un processus pour développer et mettre en construction le projet, donc avec des permis de construire, une maîtrise foncière, parce qu'il faut signer un bail pour construire la centrale. Donc il y a un certain nombre d'étapes que nous, on va valider en interne et nous assurer que tous ces étapes ont bien été franchies correctement et que la solidité du dossier ne peut pas être mise en cause. Et puis à partir du moment où la centrale est en service, c'est un risque d'exploitation. Et je dirais que le risque majeur, c'est un ensoleillement moindre que ce qui était prévu. Les technologies sont matures, la maintenance est de toute façon très régulière et avec des assurances pour les pertes d'exploitation. Donc le vrai sujet, c'est le changement climatique et son impact sur la production de ces centrales solaires ou parcs éoliens. Laura Bellet, très rapidement, même question sur le risque d'investissement avec cette thématique énergie renouvelable sur les marchés financiers. C'est un risque différent des autres actifs ? Je rejoins tout à fait le principal risque. On est sur le degré d'ensoleillement, le vent. Le niveau de vent, oui. Le niveau de vent, etc. Et maintenant, j'irai même jusqu'au bout de se dire que quand on cherche un investissement responsable, on va regarder aussi les risques qui sont liés peut-être aux droits de l'homme quand on parle justement de cette chaîne de valeur, où on dit qu'on ne veut pas non plus investir dans les énergies renouvelables et qu'il y ait un impact négatif sur ces sujets-là, ou plus globalement sur un risque réputationnel associé à ces enjeux. Merci beaucoup Laura Bellet, responsable recherche ISR chez Mescart Asset Management. Merci également Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement de l'Endopolis. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.